Quota, it's a textbook example, yeah, of how inefficient and costly market interventions can be. Thank God that this idea is gone. We had more security. I don't see the quotas as bad as many others. Les dernières années des quotas, c'est quand même une mauvaise histoire. Je considère aujourd'hui qu'on a sacrifié 2 générations d'éleveurs qui se sont installés par l'incertitude de la situation. Qu'il y ait régulation ou pas, on est à chaque fois dans un processus de restructuration permanent. On va dire suite des quotas, j'ai envie de dire que aujourd'hui la question elle est plus là, quoi. Entre 1984 et 2015, la production laitière européenne est régulée par des quotas qui encadrent les quantités produites. Pour comprendre pourquoi cette politique de quotas a été mise en place, revenons sur la situation du secteur laitier dans les années qui ont précédé. Dès les années 1960, la production laitière européenne est soutenue par différents mécanismes, comme des prix garantis, qui garantissent aux éleveurs un prix de vente minimum, quelle que soit la quantité produite, ou encore une protection vis-à-vis de la concurrence extra-européenne. Le but fondamental, je pense que là tout le monde est assez d'accord, c'est qu'il fallait absolument augmenter la production. Et donc le résultat a été assez rapide puisqu'on était sur des augmentations de volume de 2,5% par an, ce qui est énorme. Yeah, and just in the last 10 years before the introduction of the quota, the production increased by 30%. And this led to the really infamous milk lakes, yes, in Butter Mountains. L'offre était tellement supérieure à la demande qu'il fallait gérer évidemment les stocks qui étaient là. On a eu des phénomènes extrêmement aléatoires sur les débouchés, notamment vers les pays de l'Est et l'Union soviétique à l'époque. Donc c'était pas tellement fiable en termes de débouchés. Donc tout ça a fait que les exportations n'ont pas été aussi puissantes qu'on l'aurait imaginé à l'époque et que à partir de la fin des années 70, début des années 80, on est sur des dépenses de soutien, des dépenses de stockage qui sont absolument colossales. C'est une machine qui s'affolait, que ça pouvait pas continuer. Donc le choix a été fait, à un moment de dire il faut contingenter, plafonner la production, donc à l'échelle à la fois européenne et à l'échelle nationale. Mais en économie, à la limite, c'est quand même une mesure salutaire. On ne pouvait qu'adhérer au fait de bloquer la production pour régler cette histoire de stock galopant, devenu incontrôlable et pesant lourdement sur les finances européennes. Après, l'application franco-française, c'est une autre chose. En effet, si les quotas sont une mesure européenne, leur mise en place relève de la compétence des États membres. Nous avons voulu comprendre quelles étaient les différences entre l'application française des quotas laitiers et l'application allemande. Nous nous sommes demandé si ces applications différentes avaient eu des conséquences différentes sur le secteur laitier de chacun des deux pays. Donc un cadre européen et ensuite une mise en œuvre qui s'est faite à l'échelle des pays. Vous aviez 2 possibilités. C'était soit adopter un quota à l'échelle individuelle, c'est-à-dire chaque éleveur avait son propre quota. C'était, je crois, le choix de l'Allemagne. Puis l'autre option, c'était un quota par laiterie. Et la France a donc choisi de faire ça par laiterie plutôt que par individuel. Donc c'était la formule B. Et donc les laiteries étaient les seuls titulaires des quotas. Les quotas étaient par laiterie, mais ils étaient accordés aux producteurs par les laiteries. Mais la France a considéré que le système était beaucoup plus simple comme ça que de gérer 350 000 éleveurs avec son propre quota. Et qui dit limitation dit pénalité, si cette limitation n'est pas respectée. Donc en France, dès lors qu'un producteur dépassait, on va dire de manière substantielle, sa production, il était soumis à des pénalités plutôt élevées, de l'ordre du prix
du litre de lait. Donc des pénalités très contraignantes, hein. Donc c'était une gestion très administrative et très stricte. En Allemagne, c'était une forme de mutualisation, c'est-à-dire que les producteurs ne payaient des pénalités que si l'Allemagne dépassait son quota. Ce n'était pas du tout la même approche. Comment les éleveurs laitiers, en France et en Allemagne, accueillent-ils cette restriction de leur activité? Alors qu'ils avaient été jusque-là encouragés à s'agrandir, ils sont contraints de changer d'orientation. Le changement de paradigme est radical. Le 1er avril 1984 a marqué l'arrêt de la croissance, l'arrêt momentané de la croissance laitière. Du jour au lendemain, d'une année sur l'autre, il y a 50 000 litres de lait qui disparaissent. And my parents had to reduce the production about 20%. We had to sell cows. That was very hard, for they had just increased the business and now they had to go back. Donc ça a quand même été, dans bien des cas, un frein ou un ressenti négatif sur des perspectives liées à une installation. L'aspect quota laitier nous a quand même un peu coupé les pattes, quoi. Il n'y a pas eu de distinction. On n'a pas non plus fait de distinction si c'était un jeune investisseur, si c'était un jeune installé. Donc on n'a pas fait aucune distinction au départ. Cette application arbitraire n'a pas forcément été bien comprise par les producteurs de lait. So there were really many court cases here where farmers disputed the reference amount that they were allocated. Yeah. You could go to the institutions and say, oh, I was ill in this time when the quotas were introduced, and I had no good luck with my cows, and I could produce more milk, but wasn't able in this time. Could I please get more milk quotas? Dans ce nouveau contexte de limitation de la production, les éleveurs doivent s'adapter. Les principales marges de manœuvre pour les éleveurs étaient la maîtrise des charges, notamment les charges opérationnelles, et la diversification des systèmes de production, pour maintenir, voire accroître leurs revenus. Dans un premier temps, la France et l'Allemagne choisissent de figer la production sur le territoire et de lier les quotas au foncier. Pour la France, encore une fois, on a fixé les quotas par département pour maintenir la production dans chaque département, et c'était indissociable du foncier. Parce que la France considérait qu'un petit paysan éleveur laitier de la Lozère, s'il vendait son quota à un éleveur laitier de plus grosse dimension dans les Hauts-de-France, à l'époque ça s'appelait pas Hauts-de-France, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, ou je sais pas, ça pouvait perturber l'organisation de l'outil de production et favoriser les agrandissements finalement. In the first years, from 84 to 1993, the transfer of the quota, it could only happen if you also transferred land. The idea was so to prevent a large regional movement of the dairy production. Bien que la politique des quotas fige la production sur un territoire, elle n'empêche pas une évolution du paysage laitier au sein de ce même territoire. Cette évolution est accentuée en France par un plan d'aide à la cessation. La restructuration du secteur laitier est en marche. Mais ce système des quotas s'est accompagné aussi par des départs de la profession laitière, alors qu'on avait l'impression qu'en régulant les quotas, on pouvait finalement enrayer, stopper les départs, puisqu'on fixait sur le territoire les activités. C'était pas le cas. Le choix a été fait après 84 de mettre en place un vaste plan d'incitation à la cessation laitière, puisque à l'époque, il y avait, on va dire, 400 à 500 000 producteurs laitiers.
Et donc, il y a eu un plan d'incitation et de départ en pré-retraite, notamment de petits producteurs, pour encourager on va dire le regroupement, agrandissement d'exploitation et permettre aux producteurs jeunes, aux producteurs en croissance, de pouvoir bénéficier des volumes, donc des droits à produire libérés par des agriculteurs qui cessaient. Et donc pour ça, il y a eu des incitations financières à la cessation. La gestion française se caractérise par l'importance des plans de cessation laitière financés par l'UE, dans le double but d'inciter au départ des structures les moins viables et de renforcer la production des producteurs prioritaires. Il faut savoir qu'en 84, 85, 86, il y a beaucoup de gens qui ont choisi de prendre la prime pour arrêter la production laitière. Ça a généré du droit à produire pour les jeunes comme nous à l'époque. Si vous montiez un projet en fait d'investissement dans la production laitière, ça pouvait vous donner un droit à produire. On a fait on a poussé des coudes et des épaules pour arriver à avoir des droits à produire. On a poussé des portes, on a essayé de séduire des gens aussi, de rassurer les laiteries, rassurer la banque, rassurer qu'on pouvait le faire, qu'on était volontaire pour le faire et tout. C'était vraiment la chasse, quoi. Je veux dire. Cette prime pour cessation d'activité, c'était à la fois des fins de carrière, mais c'était aussi des petites structures. Et c'est là aussi qu'il y a un côté trompeur dans les quotas laitiers, c'est que ces quotas ont finalement permis et accéléré la restructuration des filières et la concentration des élevages. Et finalement, la restructuration a été très forte, puisque chez nous, on a vu, c'est là qu'on a commencé à voir quand même la mise en 2, 3, 4 fermes en une, quoi. Cependant, toutes les régions ne sont pas égales face à ce processus de restructuration. Et dans les régions spécialisées, ça a été beaucoup plus traumatisant parce qu'on avait très peu de droits à produire, à redistribuer, que dans notre région qui était moins productive, avec des gens qui étaient prêts à arrêter. Avec les aides, on a généré davantage de droits à produire sur les exploitations qui restaient. Et la distorsion, elle était là entre les régions. Au bout de quelques années, l'Allemagne prend une nouvelle orientation, celle d'une marchandisation des quotas laitiers. But over the time of 10 years, that also is one of the reasons why the system had to change, and because it was so restrictive that there was no progress, farms did not evolve and they were not able to keep up with the changing environment. Le coût politique et financier de cette première orientation, en même temps que l'arrivée des grandes exploitations de l'Est, conduit à un retournement en 1993. L'Allemagne désolidarise les quotas laitiers des surfaces d'exploitation dans les limites des Länder. Un commerce des quotas laitiers se développe. So now farmers were allowed to transfer quota without land. That really led to a very strong quota trade, but still the objective was to prevent large regional change in the production, and so you had this so-called trade regions, so farmers could only trade with farmers who were located in the same region, and I think there were something like 20 regions in Germany. Contrairement à l'Allemagne, la France n'autorise toujours pas la vente des quotas. Ceux-ci sont redistribués gratuitement, sous le contrôle de l'administration, par des prélèvements et des attributions. Cependant, signalons la fiction française d'une absence de valeur vénale des quotas laitiers. En réalité, une valorisation occulte se manifeste. En France, il y a eu une option plutôt de gestion administrée. Donc, il n'y a pas de marché, entre guillemets, des quotas en tant que tel, si ce n'est que selon que le foncier avait finalement bénéficié de droits à produire ou n'en bénéficiait pas, eh bien, ça pouvait donner des valeurs de transmission un peu différentes. Que le voisin un peu plus loin ou très proche allait aussi voir son collègue pour lui dire je crois que comment tu es, apparemment il y a toujours des bruits comme quoi tu réfléchis peut-être à l'arrêt de ta production, on peut peut-être faire autrement.
On peut faire autrement, on peut peut-être s'arranger, tu rentres dans ma société, ou finalement on fait des échanges de terres, et puis moi je reprends le lait, quoi. En 2003, une nouvelle étape commence pour les quotas laitiers. La Commission européenne décide qu'en 2015, l'Europe sortira des quotas. Lorsqu'il y a une décision en 2003 de dire on supprime les quotas laitiers, c'est de dire que la production devient plus raccord avec le débouché intérieur et aussi les débouchés extérieurs. Puisque dans les années 80-90, le supplément de production était vécu comme vraiment des excédents chers à exporter. Mais à l'aube des années 2000, il y avait une évolution de contexte, c'est-à-dire qu'il y a une demande internationale dynamique et des débouchés. Alors après, ça se discute, hein, mais des débouchés qui peuvent permettre de valoriser de la production laitière. Dans la perspective de la fin des quotas laitiers, il y a eu une phase de transition qui a été appelée en franglish le soft landing. Si ce n'est qu'en 2003, la décision a été de dire que, eh bien, il y aura suppression des quotas laitiers à l'horizon 2015, avec une phase de transition, et donc une phase dans laquelle les mécanismes se sont progressivement assouplis. Progressivement, on lève les contraintes qui pèsent sur les États membres et sur les élevages laitiers. À partir de 2007, par exemple, on est sur un rythme de quota de 7-8%, 8,8% en 2008, d'augmentation du quota. Mais au fur et à mesure, l'effort de réduction a été réduit, voire est arrivé à zéro. À un moment donné, il est arrivé à zéro. Puisque, à un moment donné, même c'est des allocations provisoires qui ont été mises en place, un régime d'allocation provisoire. On a vu certaines années des allocations provisoires arriver alors que le marché il n'était pas forcément de nature à en supporter, quoi. Donc tout ça s'enclenche progressivement. 2010, c'est le passage de l'échelle départementale aux bassins interrégionaux, et on introduit aussi des transferts de quotas sans terre. On a vu en France que dans les régions notamment laitières peu dynamiques, eh bien, il y a eu un passage de la gestion départementale des quotas, des volumes libérés, des volumes à réaffecter, à une gestion plus régionalisée, de façon à pouvoir justement gérer plus facilement. Et donc, il y a eu un assouplissement pour faire en sorte que justement des producteurs dans certaines zones puissent bénéficier de références supplémentaires, alors que si ça avait été à l'échelle départementale, ils n'en auraient pas bénéficié. Mais on a effectivement, et ça c'était, je veux dire, ça annonçait quand même la fin des quotas laitiers quelque part, c'est de dire, vous avez la possibilité d'acheter effectivement un droit à produire pour produire davantage pour produire un peu plus, quoi. 2012, on met fin à la pénalisation pour dépassement individuel s'il n'y a pas de dépassement national. Donc vous voyez qu'entre 2003 et 2015, il y a 12 ans qui sont nécessaires pour préparer les éleveurs à la sortie des quotas laitiers, pour faire en sorte qu'il y ait un atterrissage en douceur. Et à partir du moment où vous démantelez par phases successives les réglementations, vous ouvrez la porte à une restructuration qui, finalement, là, peut être affichée. Donc on a là, à partir de ces levées de contraintes de 2007, 2010, 2012, un agrandissement qui s'accélère, avec un quota moyen par exploitation qui augmente. Du côté de l'Allemagne, l'assouplissement des quotas laitiers passe par l'élargissement des zones d'échange de quotas. Les déplacements des quotas se font alors plus importants, ce qui accroît la spécialisation de certaines régions. But over the time, these trade regions were enlarged. Yeah? So in the end, we just had 2 trade regions, one for East Germany and one for West Germany. And this is, I think it was all already with a view to the phasing out of the quota, yeah, by phasing in more and more liberal elements with respect to the trade. And I think the trend of increasing productivity goes also along with trends towards specialization of farms.
And so this is what we call overall structural change. Yeah? So we have a continuous decline in the number of farms. We have In Germany, we could watch that the milking concentrated in this grassland regions. Before we had cows all over the land, and the production went to those regions where it was possible to produce very cheap, and that are those with much grassland in Germany, but especially here in Lower Saxony. The politics wanted to increase the dairy sector. Ainsi, la levée de la contrainte quota à partir de 2007 a accéléré cette restructuration, et ce, plus fortement et plus rapidement en Allemagne. The increased flexibility of quota transfer from 1992 onwards, especially the transfer without land, was the basis for farm growth and the reallocation of production in the dairy sector. Pour eux, c'était, enfin, pour la filière laitière allemande, c'était clair que la fin des quotas était une opportunité, et donc il fallait s'y préparer. En France, c'était plutôt vécu presque comme une menace, donc il fallait s'y préparer, mais on s'y préparait de manière plus défensive. Before ending of the quotas in 2010, 11, 12, 13, you could get much money from the government if you want to build a new great stable. All the German farmers wanted the end of the quotas. In France, no one wanted the end of the quotas. La fin des quotas a été plus violente pour la France. Durant la période de sortie progressive des quotas, de soft landing, l'Allemagne était allée plus loin dans la libéralisation de son économie laitière. Ainsi, au regard des structures de production, des rendements laitiers, de l'organisation des filières, les éleveurs apparaissent comme bien dotés pour conquérir des marchés. La France tenait davantage à préserver son paysage laitier au prix d'une sortie des quotas plus douloureuse. Pour autant, la restructuration du secteur s'est faite en continu, même sous un régime de quotas parmi les plus limitants d'Europe. Il y avait 350 000 éleveurs laitiers au moment des quotas. Il y en avait 156 000 en 1996 et en 2015, ils étaient plus que 67 000 pour tomber aujourd'hui à 35 000. À partir de 1984, dans le cas précis du lait, c'est un immense processus de restructuration qui se met en place et qui va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui avec son quota. C'est pas le problème, mais ce qu'on veut, c'est restructurer. Et les quotas n'ont pas empêché les agrandissements. Ils les ont simplement accompagnés, contenus peut-être, en tout cas en France. Je pense que sans les quotas, on se serait développé plus rapidement. Moi, je suis intimement convaincu que la restructuration elle aurait été beaucoup plus rapide, beaucoup plus douloureuse. La restructuration se serait faite différemment, plus violemment certainement. Je pense qu'on a tenu artificiellement des producteurs quelques années. Et puis oui, je le dis, au détriment de la capacité à certains d'autres de pouvoir se développer plus rapidement. Après, on fait du social, là, et je suis pas contre. C'est difficile de savoir si les quotas laitiers ont accéléré ou ralenti la restructuration laitière. Well, this is really a very tough economic question. What would have been the case without the quota? Encore une fois, la régulation n'empêche rien, n'empêche pas le capitalisme de fonctionner. Et c'est finalement le mouvement qui a démarré là, il ne s'est jamais arrêté, quoi, et il se poursuit aujourd'hui. Dans ce contexte de restructuration inévitable et permanente, comment envisager la régulation des marchés agricoles ? Les problématiques du secteur laitier ont changé depuis 1984. Finalement, ça a produit ses effets, le quota, ça a produit ses effets, ça a permis de faire fondre la montagne de beurre et la montagne de poudre. Mais le prix du lait est insuffisant et très volatile. Faut-il le réguler ? Comment ?
And so I think there should be much more regulation. And my ideal is that we farmers for ourselves could regulate the market.